on avait commencé la semaine passée l'historique des robots mobiles. On est rendu maintenant dans l'ère moderne, si vous voulez. Alors, un moment clé, c'est l'arrivée de Shaky entre les années 66 et 72 à l'université de Stanford. Et bon, là, on voit ici, on voit apparaître la convergence donc, technologique, d'être capable de placer maintenant des capteurs sur une plateforme mobile, mais aussi de la puissance de calcul, ce qui n'était pas possible avant les années 60, étant donné que les ordinateurs étaient quand même assez gros et assez immenses. Alors, vous voyez ici la photo du robot. D'ailleurs, il s'appelait Shaky parce qu'il avait une tendance à, si vous voulez, à faire des arrêts brusques et donc avoir des vibrations, puisqu'on avait une tour quand même relativement haute pour supporter tout ça. On voit le genre de capteur quand même assez standard, capteur de, par exemple, caméra ici. On voit ici des rangefinders, donc c'est probablement des télémètres à laser pour être capable de mesurer des distances ponctuelles. Bon, les circuits logiques ici et un pare-choc avec des interrupteurs pour être capable de détecter les collisions avec l'environnement. On voit ici les moteurs qui servent à actionner certaines roues. Et vous avez ici, on appelle ça les caster wheels ou castor wheels en anglais. Donc, c'est des roues folles, des roues libres, comme au supermarché, qui permettent, dans le fond, de faire un support, d'avoir plus que deux ou trois points de support pour notre véhicule, mais en même temps qui ne va pas induire des forces vu que la roue, elle est libre. Aussi, un phénomène important avec Shaky, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle programmée qui va être embarquée directement sur le robot. Donc, le capteur, j'ai déjà mentionné. L'ordinateur, bon, à l'époque, c'était quand même limité, donc c'est 92 kilooctets de mémoire. Et il devait représenter le monde de façon simplifiée. Avec 192 kilooctets, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des cours d'intelligence artificielle classique, on entend souvent parler de Cube World, donc l'idée qu'on va mettre des objets cubiques ou ici là, des prismes triangulaires dans l'environnement, donc de forme relativement simple, pour être capable de faire des raisonnements logiques simplifiés, comme par exemple empiler des cubes. C'est souvent ce qu'on voit dans les trucs de Cube World. Ici, comme le robot n'est pas doté d'un préhenseur, c'était plus l'objectif de faire des commandes pour déplacer des objets en les poussant, par exemple, ou en contournant les obstacles qui sont détectés. Le système de Shaky aussi faisait de la reconnaissance d'objets via la caméra. C'était de la reconnaissance relativement simple. On voit ici, c'est une image noir et blanc, mais on peut facilement deviner que c'est des objets là, qui sont d'une teinte uniforme. Les murs un peu plus gris, le plancher blanc. Donc, déjà, on avait, si vous voulez, adapté l'environnement pour que ce soit facile à interpréter. C'est souvent quelque chose qu'on fait là, en intelligence artificielle. On débute avec des environnements qui sont simplifiés pour, après ça, les complexifier plus tard. Dans les actions qui étaient supportées, il y avait les déplacements, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pousser les objets. Et ils ont créé donc un planificateur qui s'appelle Strips, un planificateur symbolique qui permettait de manipuler donc des variables symboliques pour être capable d'effectuer une tâche. Par exemple, on voulait dire de prendre la boîte 1 et la placer à telle coordonnée. Donc, c'était tout basé sur de la programmation symbolique. Vous allez voir ici maintenant une petite vidéo qui vous montre un peu le genre d'expérimentation qu'il faisait. Et je vous dirais quand même de porter attention aux détails parce que plusieurs des aspects qui sont présentés dans la vidéo, ce sont des trucs nous-mêmes, on va voir dans le cours, par exemple des planifications ou la détection de points saillants dans les images vidéo ou la planification autour des obstacles. Alors, faites-moi signe si, normalement, le son devrait être activé cette fois-ci. Donc, faites-moi signe s'il y a un problème. One such action is go-to. Go-to plans and executes a route to a named goal location, marked with a cross here, circumventing obstacles if need be. The go-to program plans a route by first computing whether any obstacles lie on a direct path. If so, points near the obstacle are set up as sub-goals. After Shaky computes a route, he traverses it to the goal. Another intermediate level action pushes a named object, box 1 in this example, to a location specified by a pair of coordinates. A feature of the intermediate level actions is their ability to recover from unforeseen accidents. Our gremlin, Charlie,
symbolizes an agent of change unknown to Shaky. It calls on a special picture-taking routine called landmark for orientation. Here we see Shaky taking a picture of the nearest reliable landmark, in this case, a corner of the room. Shaky's view is shown on the TV monitor. His vision programs enhance the edges of the picture to produce a line representation on the cathode ray tube display. If Shaky's dead reckoned estimate of his position were correct, the outline of the corner would have looked like this. Shaky uses the new picture information to improve his estimate of his location. Ça ici, c'est encore là un concept extrêmement important. Donc, il montrait dans les vidéos que le robot pensait percevoir cette image-là selon la position estimée, mais il a plutôt perçu l'image ici qu'on voit. Et là, ce qu'il va venir faire, c'est modifier la position estimée pour être capable de faire concorder la ligne ici avec les lignes là. Donc, quand on va parler de filtrage bayésien, d'estimation d'état, c'est toujours le même principe, c'est qu'on va avoir des fonctions qui nous permettent de simuler nos capteurs, par exemple ici une caméra, et on va imaginer ce que nos capteurs devraient nous donner comme information, puis on va les comparer avec les capteurs réels. Et la différence entre les deux, c'est ce qui va nous aider à venir raffiner la position du système, l'état du système. On appelle ça donc l'innovation, la différence entre les deux. Et plus l'innovation est faible, plus ça veut dire que notre système réussit à bien suivre la réalité. Et plus l'innovation est grande, plus on a de la différence entre où est-ce qu'on pense qu'on est situé et la réalité. Mais gardez ça quand même très en tête, ce principe-là de dire que constamment, on va simuler ce que nos capteurs devraient mesurer pour utiliser cette information-là comme jauge de précision, à savoir si on est au bon endroit ou pas. One such action is go-to. Donc, suivi de Shaky, c'était Stanford. Donc, encore là, on voit ici, c'est des trucs qui étaient un peu, c'est vraiment ça parlait de préhistoire de la robotique mobile, mais les gens avaient pris des roues de vélo, par exemple. Et si je me souviens bien, les moteurs électriques qu'ils ont utilisés pour ce véhicule-là, c'était des moteurs de perceuse. Parce que ça n'existait pas, les magasins de robotique mobile, là, ça n'existait pas. Donc, c'était très, disons, fait à la va comme je te pousse. Mais ça a quand même permis de développer beaucoup de concepts encore là qu'on utilise aujourd'hui. Particulièrement, par exemple, ici, il y avait placé une caméra, comme on dit, une caméra coulissante ou glissante. Et ça permettait donc de prendre, en gardant le robot immobile, on pouvait faire coulisser la caméra et prendre plusieurs images. Donc, ça permettait de faire ce qu'on appelle de la stéréo, qu'on va voir dans 2 semaines à peu près. C'était capable d'évaluer les distances entre les obstacles et aussi de faire des trucs relativement simples comme le suivi de lignes blanches au sol, qui est quand même importante pour les véhicules autonomes. Lorsqu'on a des lignes blanches, on peut les utiliser comme des bons repères visuels, sauf peut-être au Québec. Au printemps, les lignes blanches ont en général presque entièrement disparu du réseau routier. Ils vont venir les repeindre au printemps. Donc, il faut quand même prendre ça avec un certain grain de sel. Et aussi, comme la quantité de calcul était limitée à l'époque, bon, ça prenait 15 minutes pour chaque mètre de déplacement. Notez que ça nous fait penser un peu aux sondes spatiales, aux véhicules sur Mars, par exemple. Souvent, les premiers rovers là, dans les années 90, ils avaient aussi des vitesses de déplacement relativement limitées, en partie parce que leur processeur était pas très rapide, mais aussi pour des questions de sécurité. Donc, clairement, on est loin là, de la voiture autonome. Vraiment plus proche maintenant, donc l'idée d'embarquer des ordinateurs dans un véhicule et de laisser l'ordinateur conduire le véhicule. Un projet clé, un projet phare qui s'appelait le projet VAMORS en Allemagne. Et ici, c'était vraiment, on va suivre des lignes blanches, donc on va se cantonner sur des réseaux routiers qui ont été quand même bien marqués. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle un filtre de Kalman, qu'on va voir dans la deuxième moitié du cours, pour faire un suivi plus robuste et plus précis des lignes blanches. Bien entendu, ça pose des questions au système que faire si la ligne blanche disparaît. Ben, à l'époque, ce n'était pas possible de traiter cette situation-là. Notez que les voitures aujourd'hui, les Tesla et autres, les voitures autonomes, sont capables de gérer quand même relativement bien. Là. Il peut y avoir des situations difficiles,
mais ils estiment la position des différentes voies de circulation. Idéalement, en se fiant sur les lignes blanches, mais lorsque les lignes blanches disparaissent, ils sont capables de faire certains estimés en utilisant d'autres indices, par exemple des trottoirs, présence de piétons, des arbres, et ainsi de suite. Et pour l'époque 80, on se limitait simplement aux lignes blanches. Donc, vous avez ici, vous allez voir là, cette idée-là qui vont faire un suivi à la fois des lignes blanches et aussi détecter les différents obstacles mobiles. Donc, vous voyez ici les petits carrés, les espèces d'arceaux rouges. Là, dans le fond, ça va des pisteurs, en anglais des trackers, qui vont suivre la position des voitures pour éviter donc les collisions. Puis en même temps aussi, on va faire un suivi des lignes blanches. Vous voyez ici, donc les points ici sont probablement des estimateurs de position des lignes blanches. Et vous voyez comment, dans le système vidéo, le système est quand même assez robuste pour être capable de faire le suivi de ces voitures-là, dans des conditions idéales. Hein. On parle de bon soleil, pas de pluie, pas de neige, etc., puis une densité de trafic qui est relativement limitée. Mais vous voyez déjà les composantes importantes d'un véhicule autonome, c'est-à-dire trouver la position du véhicule par rapport aux routes, ou si vous voulez trouver la position des routes par rapport au véhicule, et aussi faire un suivi dans le temps de la position des différents véhicules. Alvin prend une approche, disons, de type boîte noire. Donc, les approches précédentes, c'est des approches basées beaucoup sur les mathématiques, donc les fils de Kalman et tout et tout. Alors qu'Alvin, donc, c'est disons, la première renaissance. Il y a eu une espèce d'hiver nucléaire pour les réseaux de neurones. Donc, la première renaissance des réseaux de neurones autour des années 90. Donc, c'est un réseau qui était, bon, à l'époque, c'était ce qu'on pouvait faire, des réseaux peu profonds. On le voit ici, c'est un réseau qui avait 9 couches cachées avec 45 sorties. Et l'image d'entrée, c'est une image de 30 par 32 pixels. Donc, c'est pas très évolué, mais la quantité de calcul disponible à l'époque était limitée. Et vous avez donc ici les différentes caméras qui sont installées, possiblement radar sur le véhicule. Et à partir de l'image et un réseau de neurones, ils devaient donc prédire la direction, donc tourner le volant. Donc, si le neurone du milieu, par exemple, s'allumait ou était le plus fort, ça voulait dire de garder le volant tout droit. Et à mesure que les neurones ci s'allument, ben, c'est de tourner vers la gauche. Les neurones de ce côté-ci, donc, c'est de tourner vers la droite. Alors, question de Sardar, oui, effectivement, chaque neurone était une direction. Et bon, les détails me sont un peu flous, là, mais je pense qu'il prenait le neurone qui déclenchait le plus fort pour indiquer donc l'angle du volant. Essentiellement, c'est l'angle du volant qui est représenté ici par les neurones. Quand même impressionnant, il pouvait rouler jusqu'à 115 km/h, donc il y avait un certain acte de foi à faire ici de laisser un petit réseau de neurones conduire pour nous. Mais ils ont quand même réussi à démontrer 150 km de conduite autonome sur l'autoroute. Encore là, des conditions idéales. On voit le véhicule dans la neige. Là, je doute fortement qu'il faisait conduire le véhicule, puisque les neurones ici devaient avoir un bon contraste quand même au niveau des images pour être capable d'avoir une bonne prise de décision. Alors, autre question, est-ce qu'il y a une raison à faire ça plutôt qu'un neurone qui donne la direction gauche-droite entre -1 et 1? La réponse, c'est oui. On en parlait justement dans le cours des réseaux de neurones profonds. C'est plus facile de faire de la classification que de la régression. Et donc, conséquemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discrétiser l'angle du volant en 45 valeurs, puis on va prédire quelle valeur du volant. Les questions de stabilité numérique, par exemple, questions de stabilité d'entraînement, ça converge mieux. Mais effectivement, on aurait pu prendre un neurone possiblement entre -1 et 1, mais par expérience, puis par expérience de beaucoup de gens, c'est plus facile de discrétiser une sortie puis de prédire. Si vous voulez avoir la réponse plus complète, je vous dirais de faire le cours de réseau de neurones profonds l'année prochaine, mais c'est grossièrement la raison pourquoi ils ont discrétisé. Mi-90, on commence à voir justement la progression constante au niveau de la conduite sur autoroute. Donc, ils ont réussi à traverser 98,2 % de la distance de la côte ouest vers la côte est, si je me souviens bien. Alors, quand même, encore là, toujours sur les autoroutes, on voit donc quand même presque à 100 % d'avoir réussi à traverser de façon autonome. Et il reste que l'accélérateur et les freins étaient commandés manuellement. Donc, encore là, c'était juste la commande de volant qui était commandée par le véhicule. So right now we're in a fairly well-structured setting. There are lane boundaries on the side and a dash marking down the middle.
So the system is quite confident, and as you can see from the display, has locked on quite well to the lane center and the two lane boundaries. So you would feel confident here letting the car go by itself? For that stretch, yes. But here we come up to an intersection. There's a stoplight. In fact, this stoplight appears not to be working. That guy giving me hand signals that it's safe to go through the intersection is far beyond the kinds of stuff that any machine vision system is capable of now. Donc, c'est intéressant parce que la vidéo ici, ça nous donne déjà un avant-goût de quand les conditions d'opération sont nominales, ça va bien, mais dès qu'on a des situations où, par exemple, un feu de circulation qui est en panne, une personne qui fait signe avec la main, les échanges de regards entre les conducteurs ou entre le conducteur et un piéton pour pouvoir faire la négociation, c'est le genre de truc qui n'était pas possible de réaliser à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est quand même relativement complexe de gérer toutes les situations inattendues. Par exemple, d'avoir un véhicule autonome qui peut gérer les sites de construction. Moment clé dans l'histoire de la robotique autonome, des voitures autonomes, c'était le DARPA Grand Challenge. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un système, donc une voiture qui, sans aucune personne à l'intérieur, devait suivre un trajet dans le désert, sur donc des routes qui étaient dans le désert, sur 240 km. Et donc, DARPA offrait un prix de 1 million de dollars pour réaliser à l'équipe qui réussissait à franchir le fil d'arrivée en un temps, là, je pense, je me souviens plus, c'était peut-être 12 heures qui donnait le temps pour le faire. Donc, c'est en 2004 que s'était lancé ce projet-là. Donc, vous voyez ici plusieurs des voitures qui ont été utilisées pour faire la première itération de ce concours-là. Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Ça s'est décidé plutôt par un échec. Il n'y a aucune équipe qui réussit à faire les 240 km. Vous voyez quand même la diversité des véhicules qui ont été utilisés. Encore là, vous devriez constater que vous voyez, c'est la quantité de capteurs qu'on vient placer, mais malgré tout, il manquait un petit peu de code logiciel peut-être, ou aussi de comment gérer l'information. Alors, ça a fait que ça s'est terminé en un échec. La meilleure équipe, voici, c'est celle qui a fait 11,8 km et ça s'est terminé par un capotage. Donc, les gens sont sortis un petit peu la mine basse de ce concours-là, mais il n'y a pas de problème parce que l'armée américaine, la DARPA, qui est une agence de recherche de l'armée, a donc dit on va faire une deuxième édition en 2005. Est-ce qu'ils utilisaient le GPS? Ils avaient le droit d'utiliser en partie le GPS. Ceci étant dit, un GPS, surtout à l'époque, en 2004, là, on parle d'une précision d'environ peut-être une dizaine de mètres. Donc, si vous utilisez le GPS pour vous conduire, ben, vous allez probablement frapper des obstacles. Notamment, ils avaient placé un des tracés était à côté d'un ravin. Donc, si vous prenez 10 mètres d'erreur et puis un ravin, ben, c'est sûr que la voiture allait se faire gober. Aussi, pour s'assurer que les gens n'utilisaient pas le GPS de façon, disons, à outrance, ils devaient faire une course à obstacles avant d'être qualifiés pour participer à la compétition. Et un des obstacles, c'était un tunnel qui était en fait pardonnez-moi l'anglicisme, en plywood, là, en contreplaqué, où il avait placé des plaques métalliques pour empêcher le signal GPS. Donc, il devait démontrer qu'il était capable de traverser une distance de peut-être 100 mètres sans l'utilisation de signal GPS. Donc, c'est une façon assez nette de vérifier tout ça. Mais je le répète, là, le GPS, on n'utilise pas ça dans les voitures autonomes, ce n'est pas assez précis. Dans les GPS que vous avez dans vos voitures, ça vous indique tout le temps que vous êtes sur la route. Mais ça, tout ce qu'ils font, c'est que quand votre mesure GPS est à 2-3 mètres de la route, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous rabattre sur la route la plus proche sur la carte. Donc, ça vous peut donner l'illusion que votre système est bon à vous suivre, mais c'est parce qu'ils font l'hypothèse que les voitures ne roulent pas dans les maisons, mais roulent sur les routes. Puis à partir de cette hypothèse-là, ils viennent rabattre, comme je vous dis, les positions erronées sur les routes. Mais on n'utilise pas les seuls endroits qu'on utilise des GPS pour conduire des véhicules, c'est les tracteurs. On va en voir peut-être aujourd'hui, si on a le temps, sinon la semaine prochaine. Mais on peut utiliser des systèmes des GPS qui sont précis à quelques centimètres, mais ça implique d'avoir une vue parfaite du ciel. Puis, ben, écoutons, dans les champs, hein, on a une vue parfaite. Donc, on utilise des GPS pour conduire les tracteurs. On est capable de labourer des champs à 3 cm près, par exemple. Mais c'est des conditions particulières, donc un ciel ouvert. Donc, si vous voulez avoir des voitures autonomes qui fonctionnent avec GPS, première étape, il faut raser les villes, enlever les édifices, ce qui n'est pas une solution qui est acceptable.
Donc, la version 2005, donc ils ont fait 212 km. Et cette fois-là, on voit quand même un bon spectaculaire. Il y a 5 équipes qui ont réussi à terminer la course. Donc, c'est Stanley qui a gagné ici avec ses capteurs laser. Donc, vous voyez ici, ça aussi, je me souviens bien, c'était peut-être un radar ou un lidar. Fait intéressant, il y avait une compagnie qui s'appelait Oshkosh qui fabriquait des camions, le Terramax, qui a voulu participer aussi au concours. Et eux autres, ils ont réussi. Bon, ils ont dû avoir une dérogation parce qu'ils n'avaient pas réussi à terminer dans le temps prescrit. Donc, ils ont eu le droit à quelques heures de plus le lendemain pour terminer la course. Donc, c'est plus pour une démonstration qu'on était capable aussi de faire cette conduite autonome-là avec les véhicules autonomes. D'ailleurs, petite anecdote, une question que c'est l'équipe ici Stanley, donc Stanford, c'était le professeur Sebastian Thrun qui était responsable de l'équipe. Et une des questions qui se fait poser souvent, c'est pourquoi il y avait 5 machines à café sur sa voiture. C'est des lidars 2D, des lidars ZIC, des lidars de compagnie allemande. Donc, ça, il en plaçait 5 à différents angles pour être capable d'avoir une espèce de pseudo-scan 3D de l'environnement. À l'époque, les capteurs n'étaient pas encore aussi évolués qu'aujourd'hui. 2007, en se basant sur les succès de la version en désert, la nouvelle version, ça s'appelait le Urban Challenge. Et là, on devait conduire 96 km, donc une distance plus courte, mais cette fois-ci, dans un milieu urbain. Donc, ils ont utilisé une base militaire sur laquelle il y avait une ville simulée. Et on devait respecter donc le code de la route. Et aussi, ils avaient d'autres véhicules télécommandés qui circulaient pour simuler le trafic. Et il fallait se rendre de A à B, aussi démontrer d'être capable de faire des stationnements parallèles, etc., etc. Et étant donné que les gens avaient quand même eu beaucoup d'expérience à partir du DARPA Grand Challenge précédent, mais dès la première année que le concours a été mis en place, il a été remporté. L'équipe qui l'a remporté, c'est l'équipe BOSS de Carnegie Mellon University, qui était dirigée par Chris Ormson, qui, on ne se le cachera pas, ce qui est arrivé, c'est que DARPA a lancé essentiellement l'industrie des voitures autonomes. Toutes les grandes équipes ont fini par traverser du côté des entreprises. Par exemple, Chris Ormson a été longtemps le directeur de la division des voitures autonomes de Google, Google X, qui est devenu Waymo. Éventuellement, Chris a quitté et a fondé sa propre compagnie qui est rendue maintenant, je pense, Aurora, qui se spécialise dans la conduite des camions semi-remorques. This is BOSS, the car that won the DARPA Challenge of 2007 for self-driving vehicles. The vehicle uses GPS and lasers and radar to kind of figure out where it is in the world and look out and see where the other cars are and how to drive safely around them. The big silver box over here is the car's brain, and it's a compact PCI chassis. Each of these is a Core 2 Duo, so there's about 10 of them in here, and they're running Ubuntu 606 Linux. Up here, we have our hard drives where we can store all the telemetry, everything BOSS saw and thought. So if it makes a mistake, we can go back and look at why that happened. And it's about 1 terabyte of storage there. We have a monitor and keyboard so we can debug things. On the left here, we have our GPS and a Planix system, which uses GPS data and an inertial measurement to figure out where the vehicle is. Some safety hardware, flux capacitor, and power system. GPS is fairly, it's not down to the centimeter really. How does it avoid running over like my dog, say? Well, so the GPS wouldn't tell you where your dog is, so it uses the lasers to look out and see where your dog is and tries to avoid it. And then we use lasers on the back of the vehicle to look down and see where the lane markings are. So as it's driving along, it can detect those and kind of center itself or register itself to the road. So how long was this in development? This is a very complicated endeavor, I'd imagine. The actual Urban Challenge, this vehicle, we started working on about 1.5 years ago. So we had about a year and a little bit before the race. So the challenge was a 60-mile race in a suburban environment. The vehicle had to be able to drive among other traffic. So on challenge day, there was 10 other vehicles out there with it, 50 human-driven vehicles. It had to stop at stop signs. It had to yield for traffic. It had to be able to park. And it had to be able to do it all completely autonomously. That means without remote control, without somebody in it making all its own decisions. So how long until I can just kick back on the highway and let
my own version of Boss, just do the driving. What do you think? 10 years, 20 years? How far away is that? We think kind of from a technological point of view, it's about a decade out. So maybe by 2020, you'd be able to buy a car that has these features, maybe a subset of what Boss can do, Right. and get you between one place and another without you having to worry about it. Donc, quand même pas si pire, estimé 2020, et on sait que les voitures Tesla, par exemple, peuvent nous transporter du point A et B sur les autoroutes de façon autonome. Bon, pas 100% autonome, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir le pilote doit toujours avoir les mains sur le volant d'un coup qu'il y a un problème. Mais il reste quand même, on s'approche de plus en plus de ce jour où on va avoir des véhicules autonomes sur nos routes de façon beaucoup plus répandue. Google Car, la vidéo elle est disponible sur le site web du cours, donc je vais la passer. Maintenant, à peu près tous les fabricants de voitures ont leur division de recherche. Par exemple, Ford, en 2013, a commencé à s'intéresser à développer leur propre système de perception pour les véhicules autonomes. Et on voit vraiment, là, il y a plusieurs entreprises qui en font maintenant. Et donc, on voit des associations, des ventes, des achats de différentes entreprises. Ce qui fait que le marché commence, je vous dirais, à avoir une certaine maturité. Donc, on est rendu vers les dernières étapes pour la réalisation de ces systèmes autonomes-là. On sent que ça prend plus de temps que prévu, c'est normal. Le problème est quand même relativement difficile. Le problème de certification aussi, à savoir est-ce qu'on a le droit ou pas d'avoir des véhicules autonomes sur les routes. Mais c'est quand même en ce moment, là, il doit y avoir plusieurs dizaines de milliards de dollars par année qui sont dépensés par au moins une bonne quarantaine d'entreprises pour arriver à avoir ces véhicules autonomes-là sur nos jours. 2015, DARPA fait un nouveau concours. Cette fois-ci, ce n'est pas pour des voitures autonomes, c'est pour des robots qui doivent accomplir un certain nombre de tâches. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système, un robot humanoïde, si vous voulez, qui peut aller répondre à un désastre important, par exemple une centrale nucléaire. Il y avait Fukushima Daiichi qui avait eu l'explosion et tout ça en 2011. Donc, 2015, c'est un peu la réponse à ça, d'avoir un système qui peut faire une intervention d'urgence. Par exemple, l'intervention impliquerait de prendre un véhicule, de l'amener au site, traverser une montagne de débris, enlever les débris qui bloquent une entrée, ouvrir la porte et entrer dans un édifice, grimper une échelle industrielle et traverser une passerelle, utiliser un outil pour faire un trou dans un mur, trouver une valve proche d'un tuyau qui coule et brancher un boyau d'incendie sur une valve pour être capable d'éteindre un feu. Donc, vous voyez que ça a un peu une connotation justement de dire qu'il faudrait que j'aille trouver éteindre un incendie, par exemple, dans une centrale nucléaire. South Korea's humanoid robot dubbed DRC Hubo has won the 2015 DARPA Robotics Challenge held in Pomona, California. At the competition held over the weekend under the auspices of the Defense Advanced Research Projects Agency of the U.S. Department of Defense, DRC Hubo, created by the team from the Korea Advanced Institute of Science and Technology, beat a U.S. team to win the $2 million prize money. Hubo completed a set of tasks in 44 minutes and 28 seconds, the shortest to win the title of the Disaster Response Robotic Challenge, attended by 24 teams from 6 countries. Il y avait les gens qui ont développé ce robot-là sont venus donner une présentation, expliquer un peu la réussite de leur succès. Et il y a des éléments que je trouve important de vous rapporter. Un des éléments, c'est tester les choses. Donc, ils ont passé plus de la moitié de leur temps à non pas développer des choses, mais à les tester pour s'assurer qu'elles allaient fonctionner lors du déploiement. Et la deuxième, c'est de faire ça le plus simple possible. J'essaie de vous trouver une image du robot. On en voit ici. Donc, si vous remarquez ici, il y a des roues sur les genoux. La raison étant que de marcher avec un robot bipède, il y a un risque associé à ça. Alors, ce que les autres ont dit, dans le fond, le robot, la plupart du temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à genoux et il y avait des moteurs avec des roues. Donc, il roulait sur ses tibias, essentiellement. Parce que rouler, c'est facile. Marcher, c'est toujours un risque. Dans le fond, il ne faisait marcher que lorsque c'était absolument nécessaire. Donc, il fallait traverser un tas de débris ou monter un escalier. Mais dès que c'était fini, il se mettait à genoux et se mettait à rouler. Donc,
Gardez vos systèmes le plus simple possible. Ça, c'est bon en robotique que dans la vie en général. 2016, l'arrivée du deep learning en 2012, NVIDIA, compagnie qui fait des cartes graphiques, mais aussi qui cherche à faire des processeurs pour vendre à l'industrie automobile. Donc, ils ont développé eux-mêmes aussi une approche, qu'on dit end-to-end, à partir des images, de produire la commande directement pour le volant et le frein. Et on doit avoir une petite vidéo ici aussi. Donc, j'ai ici l'image. Donc, ils prenaient 3 images en entrée, un réseau de neurones profond classique CNN, on n'embarquera pas dans le cours. Le seul message ici, c'est qu'il y avait 250 000 paramètres ajustables. Et en bout de ligne, c'est ça. Il y avait les deux actionneurs, le volant et la pédale, qui étaient contrôlés par ce réseau de neurones-là. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est le type d'approche. Donc, c'est de faire des approches qu'on dit un peu comme auto-supervisées. Ce qui est difficile en apprentissage automatique, c'est de générer des jeux de données d'entraînement étiquetés. Et ici, ce qu'on vient faire plutôt, c'est d'apprendre à partir de démonstrations humaines. Donc, on a un humain qui conduit la voiture peut-être pendant une vingtaine d'heures. Donc, on enregistre la position du volant. Ça nous donne donc la commande désirée du volant. On enregistre aussi le flux vidéo lorsque la personne conduit le véhicule. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre boîte noire ici, notre réseau neurone, prédise une commande du volant qui est similaire à celle de l'humain. Et on va faire la différence entre les deux, c'est donc l'erreur. Et avec cette erreur-là, on vient ajuster les paramètres du réseau. Donc, ça permet de rapidement créer des jeux de données. Tesla le fait d'une certaine façon. Je vais en parler un petit peu lorsqu'on va regarder le radar. Ils ont utilisé une technique un peu similaire à ça où ils enregistrent des données. Puis après ça, ils vont essayer d'avoir la caméra, par exemple, qui va imiter le radar à partir d'une rétroaction de l'erreur de prédiction comme ça. Oh yeah, good. The universal sign for auto. So cool. Got it. Alors oui, il faut que le conducteur soit bon, mais il y a une question par rapport à l'optimalité. Les humains ne conduisent pas toujours de la façon la plus optimale. Ça ne pose pas un problème de baser l'apprentissage sur des conducteurs imparfaits. Effectivement, première remarque que je ferais, c'est que d'abord, on ne cherche jamais l'optimalité complète ici en robotique mobile parce qu'il y a une question de temps de calcul. On n'a pas souvent le temps de calculer la trajectoire optimale. Deuxièmement, c'est que s'ils font leurs erreurs à des endroits différents, en moyenne, donc ce qui va arriver, c'est que le système va apprendre à conduire de façon, la moyenne des conducteurs va donc avoir tendance à ignorer certaines erreurs, sauf si tout le monde fait la même erreur. Donc là, le réseau va être capable, va converger vers les mêmes erreurs. Mais il y a aussi un problème quand on fait donc, je ne parlais pas tant par rapport à l'optimalité, mais vraiment en façon d'erreur type fatigue. Ben, c'est ça, c'est idéalement, on va prendre des conducteurs qui sont bien reposés, puis on va les mettre dans des conditions relativement idéales pour faire
de ramasser les jeux de données. C'est vraiment ce qu'il faut toujours avoir un jeu de données le plus pur possible, si on veut, en termes d'erreur. Mais ça nous amène quand même à un problème difficile, c'est les autres conducteurs qui sont des humains. Par exemple, en théorie économique, on parle souvent de... À une époque, on disait que les humains sont des optimiseurs, donc ils vont prendre des décisions optimales financièrement. Par exemple, ils vont acheter la voiture qui a le meilleur rapport qualité-prix. Alors que la réalité, c'est plus, en anglais, ça s'appelle bounded rationality. On prend des décisions avec une certaine limite. Par exemple, il n'y a personne qui va faire le tour de 75 concessionnaires automobiles pour avoir les meilleurs prix. En général, on va faire 3 concessionnaires automobiles. Puis après ça, on va se dire, on va prendre notre décision parce qu'il y a une question de temps là-dedans. Donc, les humains, on n'est pas des optimiseurs parfaits, on est des bounded optimizers. Puis, vous avez des situations, par exemple, la conduite sur autoroute, vous devez, il y a un véhicule qui veut entrer dans le flot de trafic. Et ce qu'on s'est rapidement rendu compte avec des voitures autonomes, c'est que si on fait une voiture autonome qui est très polie, qui respecte toutes les règles de la circulation, bien, ça arrive parfois que la voiture n'arrive pas à s'insérer dans le trafic. Elle doit prendre la première sortie. Okay? Parce qu'elle est trop polie. Alors, il faut être relativement légèrement agressif parfois pour être capable de s'imposer, être capable de s'insérer dans un trafic. Donc, une espèce de négociation qui se fait entre les différents chauffeurs et parfois, il faut que le véhicule soit, comme je dis, un peu agressif. Sinon, il va se faire littéralement manger la laine sur le dos. Aussi, culturellement parlant, c'est effectivement un problème. Le comportement des conducteurs et des piétons n'est pas le même. Hein? Si vous allez, par exemple, à Victoria, en Colombie-Britannique, les piétons respectent beaucoup les règles de circulation routière et donc les gens ne vont pas traverser en dehors des intersections. Alors qu'ici au Québec, les gens ont tendance à traverser un peu partout. Donc, si vous avez une voiture autonome qui est basée sur un modèle de comportement des piétons de Victoria, elle va avoir des problèmes au Québec et vice-versa. Donc, oui, culturellement, ça peut venir poser des problèmes. D'ailleurs, c'est une question que les gens se disent quand je développe une voiture autonome pour une région, ça veut dire que quand je le transporte dans une autre région, je dois l'adapter, et ainsi de suite. La réponse, c'est oui. Il faut l'adapter. Idéalement, à force de faire des adaptations, on va finir par couvrir l'ensemble des comportements humains en voiture autonome, mais ça reste quand même un important problème culturel. D'ailleurs, vous-même, si vous changez de pays pour conduire, vous allez devoir vous adapter à la culture de la conduite. Pire à Paris, ouais, j'imagine, c'est l'étoile qu'il faut possiblement être pas mal agressif pour être capable de réussir. Et oui, le problème du problème de tramway, donc le trolley problem, où l'idée, c'est est-ce que si je prends une décision qui peut tuer une personne ou 3 personnes, est-ce que je prends la décision de minimiser le nombre de personnes que je tue, et ainsi de suite. C'est un problème philosophique important que les voitures autonomes doivent à la fois. D'accord, on m'a dit ici qu'à l'étoile, c'est grâce à la foi seulement qu'on ferme les yeux et on y va. J'ai déjà vu des vidéos dans certains pays, c'est ce que les gens font, ils se ferment les yeux, ils traversent la rue à pied parce qu'ils savent que les voitures s'attendent à ce que tu marches à un rythme précis. Donc, on voit ici culturellement, c'est pas facile la conduite. Apple aussi, pendant longtemps, avait un projet semi-secret qui est un peu un secret de polichinelle pour de nombreuses personnes. Mais depuis au moins, je dirais, 2017, ils travaillent à développer eux-mêmes leur propre système de véhicules autonomes. Il ne faut pas se le cacher, Apple a environ 260 milliards de dollars américains en encaisse. Ils ont beaucoup d'argent et d'une certaine façon, ils ne savent plus quoi faire pour donner du retour sur l'investissement à leurs actionnaires. Donc, ils se sont lancés dans la course aussi pour les véhicules autonomes. L'exploration de Mars aussi, c'est un endroit où la robotique mobile a eu un impact déjà très tangible. Ça a commencé en 1997, donc le petit véhicule Sojourner, Spirit et Opportunity en 2003, Curiosity en 2012. On voit plus ça va, plus les véhicules augmentent de grosseur. Donc, Sojourner est avant tout une démonstration qu'on pouvait déplacer un rover. Et à partir de cette démonstration-là, on voit que la NASA était de plus en plus agressive en termes de payload sur leur véhicule, puis aussi Perseverance qui est arrivé l'année passée. Si on regarde donc l'exploration de Mars, donc les Mars Exploration Rover,
se déplaçait à une vitesse de 50 mm par seconde. Donc, ce n'est pas très vite. Hein? Quand on parlait de shaky tout à l'heure, donc c'est un peu le même principe. On y va doucement parce qu'on veut être prudent, mais aussi notre capacité de calcul elle est très limitée. Donc, Spirit a réussi à faire 7,7 km. Il est mort le 22 mars 2010. Il a quand même l'opportunité de traverser 45 km avec son système autonome qui était quand même piloté à distance par les humains. Les humains faisaient avant tout une recherche de trajectoire sécuritaire, vérification, parce que je le rappelle, c'est 20 minutes de temps de transport de l'onde radio entre la Terre et Mars. On voit ici le genre d'équipement qu'ils avaient au niveau des caméras. Ils utilisaient beaucoup les caméras pour faire la recherche d'obstacles. Donc, vous avez ici le HazCam, Hazard Camera, en arrière, à l'avant, donc des caméras qui ont un champ de vision relativement large. C'est souvent ce qu'on voit, là, les caméras de sécurité, là, c'est avec un champ de vision relativement large. Il y avait une PanCam, caméra panoramique, donc vous voyez un champ de vision beaucoup plus réduit, donc c'est pour voir très, très loin, donc un zoom. Et la caméra de navigation, donc 45 degrés, donc pour voir relativement loin, donc encore là, un champ de vision plutôt restreint, pour être capable, dans le fond, de dire, pour les 100 prochains mètres, j'ai une bonne vue de ce qu'il y a devant moi. Et donc, ils utilisaient ces différentes caméras-là pour planifier, puis après ça, faire la conduite autonome du véhicule sur Mars. Bon, opportunité qui nous a quittés en 2018. Oui, donc l'œil avec les visions centrales et périphériques, effectivement, quand on parle de vision numérique, il y a certains parallèles à faire avec l'œil humain. D'abord, l'œil humain, où il y a les visions périphériques, qui a une densité de pixels qui est plus faible. Il y a la FOV, qui a une résolution en pixels très, très élevée. Et ce qu'on fait, nous, les humains, c'est qu'on va promener notre œil dans la scène. On appelle ça l'attention. On va justement parler lorsqu'on veut détecter des points de repère naturels dans l'environnement. On va utiliser une forme d'attention pour trouver des points saillants dans une image, pour venir dédier nos calculs seulement aux parties saillantes de l'image. C'est ce que nous, on fait les humains. On balaye la scène, on s'attarde visuellement à certains points clés dans l'environnement, puis on utilise. Donc, ça nous permet donc de réduire la quantité de calculs nécessaires à l'interprétation d'une scène, parce que si ça vous prend 10 minutes en tant qu'humain à interpréter une scène, imaginez-vous qu'un prédateur, ce ne sera pas long que le prédateur va vous manger. Donc, c'est important encore là ici, la rapidité d'action, tant au niveau de lire l'information visuelle dans l'environnement que de l'interpréter puis de prendre une décision par la suite. Les processeurs utilisés dans l'exploration de Mars, donc c'est des processeurs qui étaient du calibre des 386, 486, avec 128 MB de RAM. Pourquoi des ordinateurs si peu puissants en 2003? La raison, c'est que ça prend des processeurs qui sont résistants aux radiations. Et pour faire des processeurs résistants aux radiations, on les construit sur du saphir et non pas du silicium pur. Puis aussi, on va avoir des tracés. Donc, les tracés des circuits là, intégrés, on les veut plus larges, ça donne une certaine immunité. Et aussi, on veut des architectures qui sont éprouvées. Ça fait 20 ans que votre processeur existe. On a pas mal trouvé tous les bugs. Donc, parce que c'est difficile de faire un reboot à distance pour ces machines-là. Donc, on veut des processeurs qui sont éprouvés. En 2012, vous voyez, ça ne roulait pas tellement, ça roulait même d'ailleurs plus lentement, 25 mm par seconde. Non, plus vite quand même. 25 mm plus lentement, excusez, 25 mm par seconde. Les processeurs, vous voyez, c'est un processeur 200 MHz de type PowerPC. Encore là, limité, toujours pour avoir des processeurs qui sont robustes aux radiations. Ce qui nous amène donc au fait que les algorithmes utilisés en robotique mobile doivent généralement être très efficaces parce que notre capacité de calcul, bien qu'elle est de plus en plus importante, les temps de réaction, si on parle d'une voiture autonome, c'est peut-être de l'ordre de la dizaine de millisecondes. Mais ça veut dire que si j'ai une image de 2 mégapixels, il faut que je sois capable de efficacement traiter l'information